Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Cohort 13, le podcast dédié à la croissance personnelle, au mindset et aux objectifs de vie. Aujourd'hui, on a la chance extraordinaire de recevoir Manon Simard. Je me présente, Benoît Durocher, et mon co-animateur Alexandre Jacques. On se retrouve après la musique d'ouverture. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, Ben. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personne incroyable sur notre plateau. Nous avons la chance d'avoir Manon Simard. Manon, tout d'abord, elle est une instructrice et mentor à l'École nationale de police à Nicolet. Elle est investisseur immobilier. Elle est aussi coach en communication, en plus d'offrir du mentorat stratégique. Manon a étudié la synergologie et a été aussi dans l'équipe de Drôlement Inspirant comme coach. Toute une carte des visites pour notre invité aujourd'hui. Manon Simard, comment ça va? Hey, bonjour à vous deux. Je suis très contente d'être ici. Ça va très bien. Ça va exciter un petit peu aussi, là. Donc, pour moi, c'est une première à être interviewée. Donc, c'est une première expérience. Fait que vous allez avoir des archives qui vont valoir de la valeur à un moment donné par rapport à ça. Mais ça va super bien. Bien contente de pouvoir faire cette rencontre-là avec vous. Merci de l'invitation. Bienvenue sur le plateau. Écoute Manon, première question, il faut que je te pose. Toi, tu as commencé dans tes débuts dans la police. Oui. Comment est-ce que ton parcours s'est fait pour devenir coach pour commencer à Drôlement Inspirant? OK, quand même. Hein? Tu sais, de dire, Ouais. on part de, je suis devenue policière jusqu'à coach en communication, donc faire du coaching au privé, des choses comme ça. C'est quand même une bonne histoire, puis je ne veux pas vous endormir non plus avec tous ces détails-là, mais il reste que le début de ma carrière a quand même débuté là, quelques années. OK, je ne veux pas trop trahir mon âge, là. Mais ceci dit, on parle quand même de 20 ans d'expérience en arrière de tout ça. Donc, juste pour faire une petite histoire courte, qu'est-ce qui fait que j'ai fait du développement personnel aussi au travers de mon processus? Moi, j'ai commencé à 18 ans à faire de la formation en croissance personnelle, que j'ai assisté à des rencontres au niveau des relations humaines. Ça s'appelait comme ça dans le temps. Puis pourquoi 18 ans? C'est parce que ça prenait 18 ans avant pour pouvoir assister à des rencontres comme ça. Donc, j'ai choisi de faire ça. Donc, à partir de 18 ans, puis ça a toujours continué à évoluer comme ça pour moi. Et au travers de ça, je me cherchais énormément côté carrière. Donc, autant dans mes études personnelles que j'ai étudié en sciences humaines, j'ai étudié en sciences pures. J'ai trouvé ça difficile. Fait que je suis retournée en sciences humaines. Après ça, j'étais allée à l'université, j'ai étudié en droit, j'ai étudié en psychologie. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais autant que c'était stimulant intellectuellement, c'était super intéressant, que j'en ai fait une carrière aussi au travers de tout ça. Donc, j'ai décidé de devenir policière suite à toutes ces études-là. Donc, mais autant que j'avais comme besoin aussi de me développer au niveau un peu plus émotionnel, d'aller développer au niveau de la conscience en tant que telle. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas des choses qu'on nous vante finalement par rapport à ça. Puis quand on retombe à l'époque de là 20 ans, c'est là aussi que c'était un peu, il y avait une certaine dichotomie par rapport à ça. Donc, le développement personnel, c'était un peu plus tabou qu'aujourd'hui. Donc, quand j'ai commencé à faire ce type de croissance-là, parce que je n'avais pas nécessairement ce qui me nourrissait à l'école, dans le quotidien à l'école, bien, quand j'ai commencé à faire ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des mondes parallèles tout d'un coup qui existaient. Donc, soit que tu fais de la croissance personnelle, ou soit que tu n'en fais pas. Mais si tu n'en fais pas, en plus, je vivais avec du monde qui jugeait ceux qui faisaient de la croissance personnelle. Donc, c'était même au sein de ma famille, il y avait ce genre de séparation-là qui s'est fait au niveau des choix personnels que j'ai faits dans ce sens-là. Donc, ça n'a pas été nécessairement un parcours évident et facile. Mais il reste que dans tout le schéma de mes études et tout le schéma de mes carrières, de ma carrière que j'ai fait, puis que j'ai touché à toutes sortes de choses, j'ai touché à la gestion, j'ai touché aussi au niveau des enquêtes, j'ai étudié en communication, j'ai étudié en plein de choses. Mais j'ai toujours été chercher le parallèle au niveau du développement personnel. Fait que ceci dit, 20 ans plus tard, ou à peu près, j'arrive que je fais une formation avec Drôlement Inspirant, d'ailleurs, que vous avez aussi vécu l'expérience. Donc, j'ai fait la cohorte numéro 1 à cette époque-là. Donc, et là, j'étais rendue à un stade aussi de continuer à contribuer, donc de pouvoir donner au suivant. J'avais quand même un bon bagage en arrière de tout ça. Et mon travail aussi en tant que policière m'a amené à faire de la gestion de personnel, m'a amené aussi à faire de la gestion de crise, m'a amené à faire aussi toutes sortes de choses qui m'ont amené à coacher, à former, puis à mentorer aussi dans le milieu policier en tant que tel. Donc, j'ai jumelé
Le tout avec le développement personnel, que j'ai pu amener ça à un autre niveau. Donc, j'ai pu avoir une belle opportunité avec Drôlement Inspirante où j'ai coaché des groupes et en individuel pendant environ 1 an. Donc, c'était une autre belle expérience. Puis, au travers de tout ça, bien évidemment, j'ai ouvert mon entreprise personnelle et ainsi de suite. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées là-dedans. Une très, très belle expérience. Puis, j'ai l'impression aujourd'hui que je peux juxtaposer ces 2 volets-là, ces 2 carrières-là, finalement, qui forment qui je suis aujourd'hui. Effectivement. C'est impressionnant. Un grand chemin parcouru depuis le début, là, une vingtaine d'années là-dedans. Comment réussis-tu à trouver l'équilibre entre ta vie de mère, épouse, investisseur immobilier, policière, coach? C'est quoi ton secret, en fait? Équilibre? Il n'y en a pas. OK? Bien, en réalité, les gens qui m'entourent, ne veulent pas dire que je suis déséquilibrée, là, on ne va pas jusque-là, là, c'est pas ça du tout. Mais j'ai fini par trouver l'équilibre dans le constant déséquilibre. Comme quelqu'un qui marche. Lorsqu'on marche, c'est un pas en avant de l'autre. Le pas qu'on est en train de faire, c'est un déséquilibre en soi. Mais on trouve l'équilibre parce qu'il y a un autre déséquilibre qui se forme et ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je vois la vie comme ça. Les projets que j'ai décidé d'entreprendre, les passions qui m'animent, les expériences que je désire vivre, c'est comme ça que je le vois, un pas en avant de l'autre, qui peut paraître déséquilibré parce que des fois, il faut que je donne plus d'efforts dans un projet en tant que tel, durant le temps qu'il y en a d'autres qui finissent par suivre aussi d'une certaine façon, comme le pas, finalement, qui décide d'avancer. Fait que pour moi, c'est une philosophie de vie. Mais évidemment, je pense qu'un des grands secrets que j'ai 4 piliers sur lesquels que je me base beaucoup dans la vie. Puis les 4 piliers, c'est la discipline, la communication, le leadership. Ça, je pourrais tout développer ça éventuellement, mais un autre des piliers, c'est le travail d'équipe. Et lorsque tu entreprends un genre de parcours comme ça, il faut être accompagné de bonnes personnes aussi là-dedans. Donc, mon conjoint. Mon conjoint et moi formons une équipe incroyable. Donc, s'il n'était pas là, c'est sûr que je ne pourrais pas aller aussi large que je fais là. Donc, je suis capable de lui redonner aussi sa valeur par rapport à tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc, le secret, c'est la relation finalement qu'on a bâtie avec les années, nos aspirations communes, le fait de vouloir se connecter l'un à l'autre, qu'on a des valeurs similaires, qu'on prend le temps de faire un point de chute, là, de dire, OK, là, on est rendu où? Comment on voit nos objectifs à long, moyen terme? Puis des fois, bien, à court terme, ça va nous aider justement à avoir la motivation nécessaire pour être capable d'avancer. Donc, on a des objectifs similaires, évidemment, ce qui aide finalement dans le processus. Mais je dirais que la communication au sein de notre couple et évidemment le travail d'équipe va faire la grande différence. D'ailleurs, quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise il y a environ 2 ans et demi, la première chose que j'ai fait avec lui, on a sorti une petite coupe de vin, puis là, on a discuté tous les deux ensemble, puis c'était « Voici le projet. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va nécessiter ça, ça, ça. Non, je serai peut-être moins présente pour telle chose. Mais éventuellement, voici ce que moi je projette, qu'est-ce que je vois par rapport à tout ça. » Puis, s'il n'y avait pas dit le go, c'est sûr que probablement je serais à une autre étape par rapport à ça. Mais on a décidé de le faire ensemble et d'affronter les défis, finalement, au travers de tout ça ensemble. Donc, c'est vraiment grâce à la cohésion des deux qui fait qu'on en est là, toutes les deux aujourd'hui. Ça prend une bonne communication avec un bon coéquipier pour faire une équipe d'affaires. Tout à fait, tout à fait. Puis d'être discipliné aussi par rapport à ça, parce que quand on se met des objectifs, c'est donc facile des fois de faire « Ah, je laisse aller un petit peu, un matin, ça ne me tente pas. Ah, mon Dieu, les enfants sont tranquilles. Hey, on prend tout ça, relax, puis tout ça, mais on a des échéanciers, on a des choses. Sinon, ça génère du stress, puis on ne veut pas vivre là-dedans. Donc, ben oui, il faut être discipliné pour faire certaines affaires, puis même d'impliquer les enfants dans les projets. Fait qu'on a décidé de les impliquer pour les aider à évoluer aussi au niveau de leur autonomie là-dedans. C'est pas parfait, évidemment, parce que ça fait toutes sortes de choses hein, quand on leur donne l'autonomie. Des fois, il faut ramasser en arrière. Donc, mais c'est ce type de vie-là qu'on a décidé de vivre toutes les deux ensemble. Donc, c'est une belle expérience qu'on vit ensemble. C'est le fun. Puis c'est vrai, dans le fond, les enfants, les impliquer parce que ça leur fait voir une vie différente de ce que tout le monde en général connaît. J'ai ma job, je finis le soir, je fais plus rien. Nous autres, c'est go, on a 8000 projets, puis toi, tu en as encore plus que nous autres. Puis le fait d'avoir ça aussi, je trouve que ça les stimule intellectuellement, puis ça les stimule, je trouve, à vouloir pas suivre cette tendance-là, mais tu sais, moi je pourrais dire, la discipline, c'est important. Montrer que la discipline, avec la discipline, on peut avoir des beaux résultats.
Fait que moi, je suis admiratif de ce que tu expliques. Bien, merci, mais en même temps, c'est rempli de défis aussi. C'est rempli de frustration aussi. Puis il faut être capable de composer avec tout ça. Parce que des fois, ils n'ont pas nécessairement le week-end que c'est le temps d'aller voir tel ami, puis que là, finalement, non, il faut aller s'occuper de telle chose dans nos projets. Bien, c'est sûr qu'il faut écoper, puis il faut travailler avec les frustrations. Mais grâce à ça, bien, on est capable de travailler aussi la gestion des émotions. Donc, la gestion des attentes, et il y a plein de choses qui est en l'air de tout ça. Fait que pour nous, chaque situation est un terrain de jeu d'apprentissage, puis on sait que ça ne sera jamais parfait. Fait qu'on fait juste de notre meilleur, puis je pense que nos enfants le ressentent aussi là, au travers de tout ça. Puis parlant d'émotions, Oui. je ne peux pas m'empêcher de te poser ma prochaine question. Oui. Parce que je me rappelle, lors d'un Zoom que tu avais fait, tu parlais d'intelligence émotionnelle. Puis moi, ça m'avait fasciné, parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait des colères, des choses comme ça, facilement, Oui. tout ça. Puis le fait d'apprendre qu'on pouvait gérer tout ça, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Wow. Puis je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce que tu aimes tant dans la psychologie, mais de tout le niveau émotionnel? Qu'est-ce qui t'attire plus là-dedans, mettons, que d'autres sphères, mettons, dans la psychologie? Bien, en réalité, tu vois, la façon que tu viens de le nommer, d'être un peu plus en colère, d'être plus réactif dans certaines situations, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Vraiment par rapport à l'impulsivité en tant que telle, puis de sentir que notre émotion prend le dessus, puis qu'on a la difficulté à prendre le recul un peu. C'est quelque chose qui me passionne énormément, puis j'ai décidé de contribuer un peu plus davantage. Au départ, de par mon métier qui m'amène à gérer des crises par-dessus des crises et par-dessus des crises. Puis c'est pas une crise une fois par mois qu'on va gérer, c'est une fois aux 30 minutes. Donc, il faut être capable de composer avec des événements excessivement stressants où les gens sont en colère, en peine ou qui ont été hyper surpris d'une situation, puis que là, ils ont de la difficulté à bien composer avec ça. Donc, c'est sûr que le bagage en tant que tel et les formations que j'ai faites aussi pour en arriver là aident finalement à mieux intervenir là-dedans. Aider aussi les gens à comprendre leurs émotions par rapport à ça. Mais c'est sûr que dans le métier policier, on est plus là pour éteindre des feux en tant que tel. Après ça, on peut référer à des ressources. Donc, je ne dis pas que le métier de policier, c'est être psychologue. Ça ne prend pas ça non plus, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher ces volets-là. C'est une flèche de plus, finalement, à notre arc, là, ou une corde de plus à notre arc, peu importe. OK, la flèche ou la corde, on comprend le principe. Donc, on se garnit davantage à ce moment-là. Ceci dit, non seulement il y avait aussi les interventions en tant que telles, mais je travaillais avec des gens, tout comme toi, où les policiers en tant que tels, une fois qu'ils interviennent là-bas, puis qu'il y a une gestion aussi à faire au niveau de leurs émotions. Donc, autant moi aussi que je vivais certaines frustrations, incompréhensions, des choses comme ça, que j'arrivais à la maison, que j'avais besoin de décharger. Des fois, c'était en parlant plus, des fois, c'était en allant frapper sur le sac de boxe, des fois, c'était en allant courir, des fois, j'avais besoin de décharger justement cette accumulation-là de la journée. Mais les collègues de travail, c'est la même chose aussi. Fait que j'ai commencé à m'intéresser davantage à ça pour être capable d'amener des outils concrets. Donc, en faisant de la gestion, justement, la gestion d'opération, mais la gestion de personnel aussi, ça m'a amené à aller développer des outils. Au travers de tout ça, j'ai eu 2 enfants. Donc, qui dit enfant dit, on découvre aussi tout le volet émotionnel, mais très primitif aussi de tout ça. Donc, j'ai un enfant en plus à défi, donc un enfant qui est autiste, mon plus grand, et il a fallu apprendre et décomposer complètement les émotions en tant que telles. Fait que j'ai pas le choix d'aller apprendre ça en profondeur, puis de pouvoir l'aider à composer lui-même avec ses émotions. Donc, puis c'est ce qui m'amène aujourd'hui, alors qu'il a 12 ans, qui est capable de comprendre justement qu'est-ce qu'il vit. Il y a encore des hauts et des bas, là, c'est loin d'être parfait, mais qui comprend qu'est-ce qu'il vit, qui est capable de faire un recul, de laisser passer l'émotion. On n'est pas en train de l'étouffer, là. C'est pas ça du tout, là. Le message d'intelligence émotionnelle, c'est au contraire, c'est d'être capable de libérer son émotion, mais de façon intelligente. Puis de composer avec ça pour amener ça à un autre niveau et y faire du sens. Donc, c'est grossier un peu la façon dont je l'explique, mais quand même, c'est simple. Puis c'est la même chose qu'on peut faire avec des enfants aussi. Donc, autant que j'ai pu le pratiquer dans un domaine plus enfantin, plus simple, puis que j'ai pu l'amener aussi à un autre niveau, plus professionnel, dans des situations de crise, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Puis les outils que j'ai donnés aux gens, entre autres que j'ai coachés, autant dans ma vie policière que dans ma vie personnelle avec mon entreprise personnelle, que j'ai vu des résultats, les gens le constatent, le voient, s'ils le mettent en pratique.
c'est facile de donner des outils, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne fonctionnera pas. Là, donc, c'est un peu ça le principe. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée tout le long, puis je vois que ça fonctionne. Puis ça fonctionne pour moi, puis j'ai un peu le profil aussi, être un peu bouillante. Si je pense, ça se sent dans mon énergie, donc j'ai un peu ce profil-là. Fait que, veux pas, j'utilise aussi mes propres outils, puis ça permet justement de pouvoir apaiser le tout. La libération des émotions est très importante. Complètement. Complètement. Il y a la gestion, la libération, puis dans la gestion, il y a le contrôle des émotions un petit peu, mais il faut libérer pour être en mesure de pouvoir justement vivre l'émotion sur le moment, puis après ça, puis de transformer ça par la suite, de voir qu'il y a un sens de régler la situation concrètement. Quand on se fait, exemple, insulter, on se fait insulter, sur le coup, qu'est-ce qui se passe? Bien là, il y a une émotion négative qui arrive, puis là, bien, je peux être en colère par rapport à ça. Est-ce que je suis capable de voir clairement? Clairement, non. Donc, je ne suis pas capable de répondre de façon stratégique à la personne, puis d'être capable de demeurer dans la relation. Je viens de me faire insulter. Donc, d'être capable de gérer, oui, il y a un petit contrôle là-dedans, mais je peux faire attention parce que contrôle n'est pas j'étouffe l'émotion. Je gère l'émotion, je sais qu'elle passe au travers de moi, mais ça prend un certain temps, c'est pas long. Mais une fois qu'elle est passée au travers de moi, qu'est-ce que je peux faire pour décharger cette émotion-là? Pas nécessairement sur la personne, ou sur mes enfants quand je rentre à la maison, ou sur le chien, parce qu'il a fait un dégât ou quoi que ce soit. Comment je peux décharger sainement cette émotion-là, et après ça, de construire avec ça pour revenir aussi dans la relation avec la personne. Puis des fois, ça ne se fait pas dans le premier 30 secondes. Là. Ça peut se faire le lendemain ou le surlendemain, puis de voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Donc, ça nous éviterait évidemment de faire toutes sortes d'erreurs ou de briser des relations. Puis c'est ce que j'ai souvent vu, les gens brisent des relations ou acceptent pas un poste juste parce que là, ils ont été froissés par l'ego, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec telle personne, parce que c'est quelque chose qui les confronte tout le temps. Mais c'est pas la personne qui confronte, c'est les émotions qui sont ressorties par rapport à ça. Donc, je trouve ça super intéressant de voir à le travailler tout bord de côté. Là. Est-ce que tu as eu ton expérience comme instructrice à l'École nationale de police comme étant quelque chose d'incroyable? Comment tu as vécu ça quand tu as eu ce poste-là initialement? Bien, j'étais tellement heureuse, tellement contente. Ça a été tout un processus pour devenir instructeur à l'École nationale de police. Ça m'a pris plusieurs années. Ça m'a pris plusieurs années avant, finalement, de pouvoir venir enseigner aux nouveaux aspirants. Tout un processus qui était derrière de ça. Pour moi, ce qui était important de venir leur offrir, non, je pense que je vais le dire d'une autre façon, c'est... Pour moi, je me suis donnée comme défi, quand j'ai commencé pour devenir policière, j'avais tellement la passion. Je parle au passé, parce que quand j'ai commencé, ça rayonnait de partout. OK? Puis je me suis donnée comme mission, à ce moment-là, quand je suis rentrée dans les premières unités, puis que je voyais qu'il y avait du monde de 20 ans de date, 25 ans de date, même des fois 10 ans de date, qui n'étaient plus motivés, qui n'avaient plus la flamme dans leurs yeux, tout ça. Puis je me suis donné comme mission de conserver cette flamme-là toute ma carrière. Donc, c'est un pacte que je me suis fait avec moi-même. Ce qui fait que les années ont roulé et j'ai vécu toutes sortes de choses. Ah oui, ma flamme a été, a été ébranlée plus qu'une fois là, dans ma carrière, mais ma priorité, c'était d'en prendre soin. Donc, je me suis donné toujours les outils nécessaires pour pouvoir conserver ça. Puis, le jour est arrivé où j'ai pu avoir l'occasion de venir enseigner aux aspirants policiers. Et pour moi, ça faisait toute la différence. Pour moi, c'est de venir travailler avec des jeunes qui ont le feu sacré, veux pas, qui ont encore le goût, qui veulent, et de me réchauffer justement par rapport à leur flamme. Pour moi, c'est quelque chose qui était important. Et de venir livrer un certain message qui était « conserver votre flamme tout le long de votre carrière ». Puis pour moi, de venir leur enseigner ça d'une certaine façon, plus les techniques de base, c'est évident, de prendre soin d'eux, de faire attention à leur sécurité, de bien communiquer, d'utiliser le questionnement stratégique. Il y a plein de choses, il y a plein de bases, évidemment, qu'on va leur enseigner. Mais au-delà de ça, de conserver cette flamme-là. Donc, c'était vraiment une belle opportunité qui s'est présentée à moi, puis que je chéris encore à tous les jours, parce que c'est un environnement qui est hyper stimulant. La mission, elle est très claire. On veut qu'ils réussissent, mais non seulement qu'ils réussissent, mais qu'ils soient d'excellents policiers sur la route. Donc, tous les instructeurs qui travaillent
à l'École nationale de police, c'est tous des perles qui veulent tous la même chose. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant à pouvoir donner. Donc, c'est une façon de contribuer. Je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, il y a des choses qu'on veut se développer, il y a des choses qu'on veut se prouver, il y a des choses qu'on veut continuer à apprendre ou échanger. Puis, à un moment donné, il y a le stade aussi, comment je peux léguer, comment je peux donner. Puis, pour faire du sens à tout ça. Donc, je considère que je suis rendue là dans ma vie de pouvoir contribuer à ma façon, tout simplement, à ma couleur à moi. Puis, on a chacun notre couleur qui va leur donner justement cette essence-là. Puis, eux, ils ont l'opportunité d'aller chercher ce qu'ils veulent, au travers de tous les instructeurs. Fait que c'est vraiment une très, très belle expérience. Super. Fait que là, ta flamme, présentement, elle est comment, là? Elle est au top du top? Est-ce qu'elle est verte, un petit peu de cuivre dedans, là, qui change la luminosité de la flamme? Elle est variable, mais elle est quand même très forte. Elle est vraiment très forte. Elle a déjà été éteinte, ou à peu près, elle était sur la petite fumée, presque sur la braise, là, il y a plusieurs années. J'ai dû mettre beaucoup de choses en place pour la raviver. Quand on attend ce moment-là, ça prend beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai décidé de mettre beaucoup d'énergie à la gérer, cette flamme-là. En réalité, ça m'en prend moins. Fait que, donc, à tous les jours, mes choix de vie, ce que je consomme, pas juste en nourriture, pas juste en alcool, pas juste dans ces affaires-là, mais qu'est-ce que je consomme au niveau de mes amitiés? Qu'est-ce que je consomme au niveau de la télévision, les médias sociaux? Bien, tu sais, je consomme pas de ça. Donc, c'est très difficile de pouvoir même percer dans un domaine qui est du coaching plus élargi, quand on est moins un peu sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je viens gérer mon énergie d'une certaine façon parce qu'on voit tellement de mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Donc, c'est des choix que j'ai décidé de faire dans ma vie pour encore conserver cette flamme-là. Mais une fois que c'est fait, bien, ça roule et ça va bien. Fait que présentement, je considère que ma flamme est quand même très élevée. Puis, en tout cas, j'ai des bons commentaires, évidemment, des aspirants. C'est très gratifiant, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est réellement de créer un impact puis qu'eux se rappellent de cette base-là, puis un jour, ça va servir encore à quelqu'un d'autre. C'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai fait. C'est vraiment de la transmission d'un à l'autre. Complètement. C'est vraiment impressionnant, pour vrai, encore une fois. Puis là, on va reparler un peu dans le métier de policier, de la synergologie. Oui. En gros, on connaît ça un peu, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la synergologie, parce que c'est un grand mot, mais dans le fond, qui est simple à comprendre. Oui, bien, la synergologie, oui, on le retrouve dans le métier policier, mais encore là, le terme en tant que tel, c'est pour l'étymologie, on va le dire comme ça, du mot synergologie. On a le syn, qui est être ensemble. On a le mot ergo, qui est le mouvement du corps. On a logie, qui est l'étude de. Donc, en gros, ça forme synergologie. Ce que ça veut dire, c'est le langage non-verbal. C'est aussi simple que ça. J'aurais pu commencer par ça, puis j'aurais été compliqué. Mais ça faisait plus scientifique. Ben oui, c'est comme si je savais un peu de quoi je parlais. Donc, c'est ça, donc le langage non-verbal. Mais le langage non-verbal, ce qu'il faut comprendre, c'est l'objet. Et le synergologue ou la synergologie, c'est l'étude qui permet de voir l'objet. C'est vraiment l'observation de l'objet en tant que tel. Donc, quand on décide de faire des études là-dedans ou qu'on décide de s'en servir réellement comme un outil, c'est pas juste dans un métier policier que ça va servir, mais c'est dans tout, évidemment. Tu sais. Donc, personnellement, c'est une passion, c'est réellement une passion, même une révélation d'une certaine façon. Là, je vais vous l'expliquer. Pour moi, j'avais à l'époque des intuitions. Comme si j'en avais plus aujourd'hui, mais je vous agace. Mais j'avais une intuition. Mettons que j'étais en relation avec quelqu'un, puis que ça peut être un collègue de travail, que ça peut être... Bon, on va donner l'exemple d'un suspect. J'étais avec un suspect. Puis là, je suis en train de se poser 2-3 questions. Je le vois qui me ment. Je le vois. Ma façon de réagir, qui était un peu bouillante, OK? Qu'est-ce que je faisais? Je réagissais et je confrontais. Je sais que tu me mens par rapport à telle affaire. Donc, dis-moi la vérité. Fait que j'étais plus en confrontation. C'était le seul outil que j'avais de réagir. J'avais une intuition qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je n'avais pas la preuve que, mais je le savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Moi, j'appelle ça comme le flag qui lève, là. Mais on le sent, on le voit.
mais on n'est pas capable de l'expliquer, on n'est pas capable de le définir. Fait que je me suis intéressée tranquillement pas vite au langage non-verbal et j'ai décidé de creuser là-dedans. Donc, je suis allée à l'Institut de synergologie de Montréal, puis j'ai étudié là-dedans environ pendant 2 ans, donc ça fait peut-être 7 à 8 ans de ça. Puis là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certains signes verbaux qui pouvaient faire en sorte que la personne était en fermeture, que la personne, elle pouvait être peut-être même aussi en train de mentir. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, ça ne veut pas dire que quelqu'un fait un simple geste qu'automatiquement qu'il faut déduire que la personne ment. Souvent, les gens veulent faire une corrélation binaire. Ah, quelqu'un croise les bras, ça veut dire qu'elle est fermée. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Le synergologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer, oui, des bras fermés. Il pourra peut-être observer aussi la personne qui se pince les lèvres, qui recule. Puis en même temps, les jambes quittent l'endroit, quittent les gens. Et là, à ce moment-là, tout ça, cette combinaison-là, pourrait en arriver à dire la personne veut fuir. La personne est en repli. La personne n'est pas bien, il y a un malaise qui est là. Donc, une fois que ça s'est observé, comment je pourrais questionner stratégiquement la personne pour aller vers une ouverture et que je vais être capable de lire sur son non-verbal. Et encore là, il faut comprendre que si la personne est en repli ou qu'elle a une certaine fermeture, c'est pas nécessairement parce qu'elle ment. C'est peut-être aussi parce qu'elle a honte de ce qui s'est passé. Peut-être parce que la personne n'a pas encore confiance dans la relation pour dire les choses. Peut-être parce que la personne a un profil de personnalité qui a toujours été comme ça, d'un peu plus introverti. Fait que vous me suivez? Fait qu'il faut être capable de lire au-delà du simple croisement de bras. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui m'a permis finalement à être beaucoup moins réactive, puis à être moins impulsive lorsque je sentais qu'on me mentait, mais d'aller questionner plus stratégiquement la personne pour la faire ouvrir. Des fois, ça rouvre pas tout de suite. Des fois, ça rouvre plus tard, le surlendemain, ou tu sais, des fois, tu revois la personne, il y a déjà quelque chose. Le synergologue, son objectif, c'est pas de juger, loin de là. C'est d'être capable de continuer la relation avec la personne. C'est d'être capable de sentir l'authenticité entre les deux, puis de créer ce terrain-là confortable pour améliorer la communication. S'il sent de la fermeture, il pourra questionner pas pourquoi tu te croises les bras, c'est pas une question stratégique. Là. Ça va peut-être te brasser le micro en disant ça, mais c'est pas tant une question stratégique, mais plutôt de dire qu'est-ce qui te surprend dans ce que je viens de te dire? Est-ce que tu voudrais me partager quelque chose? De laisser la place finalement à la personne par rapport à ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on pourra questionner, tout dépendant de l'item qui a été vu. On parle d'un item, exemple, le croisement de bras, c'est un item en soi. Se toucher les cheveux peut être un item en soi. Mais comme là, je viens de me toucher les cheveux, je me les ai replacés, puis c'est pas une question, parce que ça, c'est souvent relié à la séduction. Puis c'est pas ici, je n'étais pas en train de vous séduire. Non. Parce que je voyais à côté que je devais déplacer. J'avais notre personne ici qui filme le tout puis qui dit « ça se peut-tu que les cheveux touchent au micro? Fait qu'il faudrait l'enlever. » Mais un synergologue, s'il a bien fait ses études, il va comprendre que c'était pas de la séduction parce qu'il n'y avait pas d'autres items sur mon corps qui étaient dans ce sens-là. Fait qu'à ce moment-là, ben, on peut dire « oh, puis c'est environnemental, ce geste-là. » Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure, ça paraît-tu? C'est captivant, c'est captivant. Fait que Puis pour moi, c'était un outil encore très révélateur au niveau de la communication, puis d'amener ça encore à un autre niveau. C'est une passionnée. Ça paraît-tu? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était intéressant. Énormément. J'en prendrai encore. Oui. Mais on a un temps limite pour l'entrevue. Oui, tout à fait. On va changer un petit peu de sujet. On va bifurquer vers l'investissement immobilier. Tu as décidé de faire de l'investissement immobilier en chalet locatif. Oui. Ça t'est venu où, cette idée-là? Ah, écoute, j'aimerais ça te dire, tout d'un coup, il y a un chalet qui m'a tombé dans les mains. Ben, c'est un peu ça, la patente. Non, pour de vrai, c'est que moi puis mon conjoint, on a toujours aimé le plein air. On a toujours... Nous, quand on part en vacances, puis même quand j'avais 18 ans, c'était comme ça, là. Je pars en vacances, c'est du camping quelque part.
il n'y a pas... Les CEPAC de ce monde n'ont plus de secret pour moi, OK? Tous les sentiers qu'on peut faire, je pense que je les ai toutes faites. Puis les campings de toutes sortes de déclinaisons possibles, je les ai toutes faites. Puis à un moment donné, ben, on arrive à un certain âge, ben là, on va commencer à louer des chalets, puis ainsi de suite. Fait que là, mais là, les enfants sont arrivés aussi au travers de la vie. Puis mon dernier garçon est arrivé, puis en même temps, on a eu une opportunité d'acheter un chalet. C'était la mère d'une de mes amies qui nous avait offert justement de pouvoir contribuer puis de pouvoir acheter son chalet. Elle était rendue là dans sa carrière. Donc, ceci dit, moi et mon conjoint, on a dit, ben OK, go, on va l'essayer, tu sais. Puis finalement, ben, on a mis en suspens un petit peu les voyages à l'étranger, donc on s'est concentré un peu plus au niveau de la famille, puis au niveau des chalets. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on prêtait les chalets à la famille, on prêtait les chalets à des amis, les gens étaient emballés, puis les gens ressentaient ce que nous, on ressentait une fois qu'on était connectés avec la nature. Puis toutes les activités qu'on peut faire alentour, puis familialement parlant, comment c'est agréable. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas élargir cette possibilité-là, puis élargir de pouvoir offrir ça à plus de personnes. Fait que là, d'où l'idée du chalet locatif est arrivée. Donc, au début, c'était pas évident. Hey, t'es peu, là, on donne notre chez nous, là, tu sais. Fait que c'était vraiment tout un pas à faire. Il y a eu une bonne réflexion qui a été faite au travers de tout ça, mais les deux, on était stimulés encore à vivre des nouvelles expériences, puis à dépasser notre zone de confort. Fait que finalement, on a décidé de faire ça. Puis, on a cherché aussi pour un autre chalet. Ça nous a pris environ 1 an et demi dans les alentours de où on était. Puis, on a réussi à trouver là, une autre perle rare d'un homme qui a construit un chalet vraiment incroyable. Il a construit un petit paradis sur le bord de l'eau. Puis, il était à vendre. Fait que finalement, ben, on en a fait l'acquisition. Ça fait pas très, très longtemps. Puis, dans l'objectif encore, tu sais, de pouvoir perpétuer là, ces petits paradis-là à monsieur et madame tout le monde, d'une certaine façon, mais qui trippent, qui connectent aussi là, au même stade que nous. Tu sais, nous autres, nos vacances, on s'en va sur un lac quelque part. Toute la petite famille a leur petit kayak. On s'en va se promener un peu partout. On prend ça bien smooth, on va nourrir les canards, tu sais, on va s'amuser. C'est vraiment, c'est là qu'on se connecte tout le monde ensemble puis qu'on garde les plus beaux souvenirs. Fait que si on peut donner encore au suivant puis que les gens peuvent construire aussi leur histoire familiale avec les jeunes enfants, c'est super. Puis sinon, ben, tu sais, des moments de retraite, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir justement canaliser son énergie. Ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle, hein? Ça en fait partie de tout ça. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de... Mais c'est vrai que les souvenirs de chalet, de ce que je connais, c'est tout le temps comme apaisant, c'est tout le temps un souvenir heureux en général. Oui. Fait que c'est le fun. C'est le fun d'offrir ça, les souvenirs heureux. Exact. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là... C'est vrai que c'est le fun. Un bon party, party de Noël dans un chalet aussi. Un party d'un chalet, c'est tout le temps le fun. Oui. On va encore changer de sujet, parce qu'il y a tellement de cordes après ton arc qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas des flèches, là, c'est vraiment des cordes. Les flèches, on les mettra après. OK. Aujourd'hui, tu es coach en communication et en stratégie. Oui. Puis peux-tu nous en parler un peu plus de ton entreprise, dans le fond? Comment ça fonctionne? Faut-tu s'inscrire? Comment ça marche? La façon que ça fonctionne, pour l'instant, tu sais, parce que j'ai plusieurs sphères, effectivement, en activité, en ébullition, finalement. Pour Mentorat Stratégique, qui est le nom de ma société, la façon que ça fonctionne, c'est que présentement, je fais du coaching plutôt privé ou semi-privé. Donc, c'est vraiment plus du one-on-one ou du coaching en semi-privé. Donc, des fois, je peux avoir 3 personnes, 4 personnes en même temps. Et là, on va travailler des choses, entre autres, avec la communication en tant que telle. Avec des exercices pratiques, avec la reconnaissance, exemple, des types de personnalités, la gestion des émotions dans la communication, donc qui est vraiment un gros des piliers que j'aime offrir, avec certains trucs aussi, entre autres, en synergologie. Donc, j'ai des mini-groupes et je fais aussi plus du personnalisé, donc évidemment du one-on-one, où ce qu'on va travailler plus des objectifs en tant que tel. Donc, c'est toujours important de venir clarifier nos objectifs, parce que le coaching va faire tout son sens, inévitablement, par la suite. Et on va travailler aussi certaines techniques en communication. Ça dépend de ce que la personne veut travailler. Donc, c'est vraiment du personnalisé, construit sur mesure. C'est pas un package, puis ouais, débrouille-toi avec ça. C'est vraiment du personnalisé. Donc, la façon que ça fonctionne, pour l'instant, c'est comme ça. Mais là, vu la demande, puis vu le temps aussi, tu sais, qu'il faut être capable d'accorder à tout ça, donc j'ai décidé de développer justement une formation plus
at large un peu. Parce que présentement, les personnes qui viennent me rencontrer, c'est plus soit des gestionnaires d'entreprises, petites entreprises, des leaders, des chefs d'équipe ou des superviseurs, exemple, de 8 personnes ou moins. Là. Tu sais, ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est vraiment le créneau dans lequel que je me concentre présentement. Puis là, il y a comme aussi une demande plus large, puis de dire, ben OK, moi, j'aimerais ça travailler telle affaire, mais aussi avec mon équipe de travail. Ou on est plusieurs personnes, puis on voudrait apprendre certaines techniques de communication pour développer notre leadership, mais pas juste au travail, mais aussi dans notre vie quotidienne, pour être capable, entre autres, aussi d'atteindre nos objectifs, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train justement de préparer, qui est sur le feu, là, présentement. Donc, pour agrandir les groupes, finalement, peut-être aller chercher des groupes de 10-15 personnes en même temps. Donc, le volet formation sera un peu plus différent, moins du sur-mesure, évidemment. Donc, regarder les concepts, mais toujours en donnant du coaching plus personnalisé quand même au travers de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui va voir le jour là, très bientôt. Fait que ça ressemble un petit peu à ça pour mentorat stratégique. Mais quand ça va voir le jour, moi, je vais être le premier informé. Ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une invitation là, à ce moment-là, quand toutes les choses vont être prêtes. Mais ça a l'air facile de dire « Ah, OK, go, une formation. » Attends un peu, là, il faut être capable de la monter, d'être pertinent, de cibler réellement aussi les besoins des gens. Il y a des études qui sont faites alentour de ça. Par la suite aussi, avec tous les médias sociaux, comment ça fonctionne. Je vous l'ai dit, moi, personnellement, j'ai énormément d'apprentissage, plus à faire là-dessus que sur ma matière, ça c'est clair. Je pourrais vous faire un cours de 3 heures tout de suite sur certaines techniques de communication, uniquement le questionnement stratégique, quand on voit le malaise chez la personne. Je pourrais vous donner un cours de 3 heures maintenant. Mais là, de le diffuser, c'est une autre histoire, là. De le diffuser sur les médias sociaux, comment monter tout ça, comment fonctionnent les médias sociaux. Moi, les médias sociaux, c'est comme si, imaginez-vous ma tante Georgette, là, qui vient de recevoir son premier four micro-ondes. OK? On est dans les années 80. OK? Elle vient de recevoir son premier four micro-ondes, puis elle veut savoir comment ça marche. Là. Elle pourrait peut-être faire du popcorn là-dedans. Là, mais moi, je me sens de même. Hey, sur quoi je pèse, là? T'sais? C'est un peu ça. Là. Fait que je suis très au ralenti, puis c'est ça. Fait que c'est. Mais il faut s'adapter parce que c'est ça la réalité. Donc, c'est ce qui ralentit un petit peu le pas, mais qui est quand même super stimulant au travers de tout ça. Donc, c'est pas simple, mais c'est ça. Fait que quand on est bien entouré, ça finit par évoluer au travers de tout ça. C'est vrai que l'environnement, ça joue pas beaucoup. Ça aide pas beaucoup, oui. Exactement. Puis est-ce que tu as une équipe de travail avec toi dans ce projet-là? Présentement, je suis pas mal seule, mais je vais chercher de l'aide au niveau, exemple, d'une adjointe virtuelle, comment aller travailler ça. Je me fais coacher aussi, là. Présentement, j'ai 2 coachs qui peuvent m'aider au niveau, justement, des médias sociaux, la façon de fonctionner, comment fonctionnent les plateformes en tant que telles pour héberger, exemple, des vidéos, des choses comme ça, parce que, on veut que ça soit professionnel aussi. Donc, c'est toutes ces technicalités-là que moi, j'ai l'impression là, de partir comme ma tante Georgette, là, avec son four micro-ondes. Fait que je pars de loin, puis à un moment donné, j'apprends quand même vite. Là, quand tu me le montres, le piton, il est où, correct? Là, je vais être capable pour la prochaine fois de le faire cuire, mon popcorn. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est un peu ça. Là. Fait que là, il faut que je sache quand est-ce aussi arrêter le popcorn. Fait que là, je suis pas encore rendue là. Pas qu'il brûle, tu sais. Fait que je suis un peu dans ce sens-là. Fait que présentement, il y a plein de monde qui se présente, puis ça, c'est super le fun. Fait que je me fais aider, là, tu sais, un peu à gauche et à droite, là, donc c'est ça. Fait que là, présentement, il y a une petite équipe qui est en train de se former, là, puis c'est super le fun, là, fait qu'il y a beaucoup de nouveaux, là, tu sais, par rapport à ça, là, fait que c'est vraiment plaisant. C'est super dynamique. De ce que je vois avec ton non-verbal, là. Ouais, je sais pas, hein, il est comme... le gesticule. C'est moi le popcorn. J'aime ça. Puis justement, à quel endroit on peut retrouver les services, si c'est accessible? Est-ce que tu as un site Internet, des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont lancés ou pas encore? Bien, écoute, par rapport au site Internet, là, imaginez-vous que le four micro-ondes vient de faire pip, 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 il est presque prêt. Fait que là, on pèse sur pour ouvrir la porte, là. Fait que le site Internet, c'est www.mentorastratégique.com. Donc, mentorat, M-E-N-T-O-R-A-T, parce qu'il y a après un T après mentorat. Donc, mentorastratégique.com. Donc, ça, c'est mon site Internet. Pour les médias sociaux, bien, en réalité, je suis sur Facebook. Donc, j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle « Je suis comme unique ». Donc, pour la communication. Donc, puis chacun aussi a son profil de personnalité. Chacun va communiquer aussi à sa façon, mais chacun veut développer sa communication aussi de façon différente. Donc, ce n'est pas tous les mêmes objectifs. Donc, c'est le but de ce groupe privé-là,
de ce groupe Facebook privé-là, c'est justement de pouvoir être en harmonie avec son unicité, mais d'être dans un bain avec d'autres personnes qui vivent tous les mêmes défis aussi, ou à peu près, tu sais, vous me suivez? Puis l'objectif de ce groupe-là, c'est aussi de mettre des choses en pratique. Donc, pour l'instant, c'est complètement gratuit, là, tu sais, ce groupe-là. Donc, je donne des trucs, des astuces, des petits clins d'œil, des choses comme ça. Puis, je vais faire une corrélation peut-être bien simple, mais pour moi, si, exemple, tu veux apprendre à nager, tu n'as jamais nagé de ta vie, ou quand les fois que tu as déjà nagé, tu as failli te nailler, à dit nailler et non noyer, OK? Vous voyez la communication comme... On l'a entendu. Donc, si on veut apprendre à nager, bien, c'est pas vrai que ça va être dans des livres qu'on va apprendre les techniques de nage. C'est pas vrai non plus que ça va être en regardant des vidéos YouTube que je vais apprendre à nager. Je vais apprendre à nager en étant dans une piscine. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu as une coach qui est à côté de toi, puis être capable de dire, OK, c'est normal, la première fois que tu sautes dans l'eau, c'est quelque chose. Ça peut faire vivre toutes sortes d'affaires. On n'est pas bien, on est stressé, on a chaud, on se rend compte que, wow, l'environnement est pas mal plus pesant que je pouvais penser. Puis après ça, qu'on a la coach à côté, qui dit, OK, vas-y, commence à nager au début. Là, au début, là, ça va tout bas, tout côté, cette affaire-là. Mais quand tu es capable d'avoir une coach à côté qui te dit, OK, ajuste-toi, fais ci, fais ça, lève la tête, lève le coude, tu sais, puis fais juste la première longueur, là, on y va comme ça. Après ça, reviens. Alors, vas-y, et faire un va-et-vient par rapport à ça, ce qui va faire que la personne va faire quelques longueurs. Il y en a qu'après 2 longueurs, c'est comme, wow, ils viennent de débloquer quelque chose. Puis il y en a d'autres, ça va peut-être prendre une 50aine de longueurs. Mais tu as la coach qui est là, qui va toujours pouvoir l'aider au travers de son processus. Fait que pour moi, la communication, c'est la même chose. Puis le groupe Facebook, c'est ça. C'est une forme de piscine pour venir se pratiquer dans de la communication. Donc, il y a des moments où, OK, on fait un Zoom de groupe, puis là, on se pratique. Voici, là, on se lance avec des mises en situation, des choses comme ça, pour être capable, justement, de se développer un peu plus là. Et éventuellement, développer la compétence. Et par la suite, que la personne pourra se transférer dans la mer de la vie. Moi, je l'appelle comme ça. Là, il n'y a plus tant de rebord. Tu n'as plus tant la coach qui est à côté. Puis là, tu pars pour nager longtemps, mais quand même, tu as été habitué. La seule chose, c'est que des fois, dans la vie, il va falloir que tu ailles chercher peut-être tes bouées ou tes phares pour aller te reposer, aller te ressourcer ou être guidé, puis après ça, de repartir. Et c'est là que les coachs se situent. Moi, c'est comme ça que je fais ma corrélation par rapport à l'objectif du groupe en tant que tel. Donc, c'est comme un phare, un guide, puis si tu as l'impression d'être essoufflé après 2 brassées, ben tu sais, viens voir un peu qu'est-ce qu'il y en a, ça pourra peut-être t'aider au travers de tout ça. Puis si tu n'aimes pas ça, ben tu quittes, ça finit là, puis continue d'apprendre à nager dans les livres. Fait que... Ça m'interpelle beaucoup. Quand tu iras dans le creux, ben, tu sortiras ton livre. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu vas te nailler, le livre, ça ne servira pas à grand-chose. Oui, te nailler. Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas retirer de la femme en tant que telle. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ce qui existe présentement. Puis sinon, ben, les gens peuvent m'écrire sur manonsimard.coach@gmail.com. Pour l'instant, là, on est là où les gens peuvent m'écrire pour de l'information, pour toutes sortes de choses. Ça me fait plaisir de pouvoir répondre. Super. Puis ton groupe, avant que tu poursuives, Ben, ton groupe privé communique, si j'ai bien compris. Oui, je suis comme. Je suis comme. Unique. Mais le comme, il n'y a pas de E, tu sais, pour faire vraiment communique. Fait que pour savoir où aller le trouver, ben c'est soit sur ma page Facebook personnelle, donc tout de suite, là, on le voit, on peut cliquer pour pouvoir adhérer. Sinon, ben on peut le trouver aussi dans le champ de recherche, là, tu sais, dans les groupes, ou sinon sur ma page professionnelle, mentorat stratégique, donc puis qu'on peut avoir accès au groupe directement. Super. C'est un groupe privé, mais les gens qui veulent avancer dans leur communication, devenir une meilleure personne, ils peuvent aller s'inscrire. Tout à fait. Parce que c'est des gens qui sont stimulés, qui sont motivés, qui veulent avancer au travers de tout ça parce que c'est vraiment l'objectif du groupe en tant que tel de pouvoir se propulser. Oui, il y a moi, mais il n'y a pas juste moi. Il y a vraiment l'entraide avec les autres personnes au travers de tout ça. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Puis c'est privé. Pourquoi je l'ai mis privé? Parce que je veux constituer un environnement sécuritaire. Fait que c'est clair que, de par mon profil, vous me suivez un peu, tu sais, pour moi, les médias sociaux puis une police, là, c'est comme, oh, OK, il y a des choses qu'il faut venir baliser alentour de tout ça. Et moi, je veux que les gens soient confiants puis qu'ils puissent venir livrer certaines choses, parler réellement de... Un safe space, dans le fond. Eh, tout à fait. J'aurais pas mieux dit.
Je les en anglais sans me tromper. Voilà. Donc, mais j'aime beaucoup. Écoute, merci beaucoup, Manon. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. Je l'aurais pris encore plus. Mais malheureusement, le temps nous limite. Puis merci, Alexandre, de la co-animation, comme à chaque fois. Moi, c'est merveilleux. Moi, j'étais en voiture avec toi. Super, même chose pour moi. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Ben. Merci pour ta co-animation. Merci tout spécial à Manon pour sa participation à l'émission. Continue de changer des vies, peu importe le chapeau que tu portes. Donc voilà, on se revoit dans un prochain épisode du podcast Cohort 13. Merci à tous, bonne journée.